On est à Accra le 6 mars 1957. C'est un moment historique. Pour la toute première fois, une colonie africaine au sud du Sahara devient indépendante. Et au cœur de tout ça, il y a un homme, Kwame Nkrumah. Son histoire, c'est un peu l'histoire des espoirs, mais aussi des contradictions de tout un continent qui cherche à sa voie. Essayons d'imaginer la scène. Une foule immense, en liesse, qui chante sa liberté. Le drapeau britannique qui descend. Et à sa place, un nouveau drapeau qui monte. Rouge, or et vert. Avec cette fameuse étoile noire au centre. Et puis la voix de Nkrumah qui résonne. Une voix forte, presque prophétique. Cette nuit-là, la Côte de l'Or n'existe plus. Elle devient le Ghana. Et pour beaucoup de peuples colonisés, c'est un véritable phare d'espoir. Mais voilà, derrière cette image d'Épinal, il y a une question qui fâche. Comment est-ce que cet homme acclamé comme un sauveur a pu finir déchu, renversé et forcé de vivre en exil? C'est vraiment cette tension entre l'ascension fulgurante et la chute brutale qu'on va explorer ensemble. Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Le parcours de Kwame Nkrumah, de son petit village jusqu'à la scène internationale, c'est ce qui a vraiment forgé le leader qu'il allait devenir. Alors, son parcours est assez incroyable. Il part étudier aux États-Unis où il se nourrit des idées de grands penseurs comme W.E.B. Du Bois ou Marcus Garvey. Ensuite, direction Londres où il fait son véritable baptême politique en 1945. Quand il rentre au pays en 1947, il est radical, il électrise les foules et ça lui vaut de finir en prison. Mais, et c'est là que c'est fou, c'est depuis sa cellule qu'il devient une sorte de martyr. Il remporte les élections de 1951 avec un score écrasant et les Britanniques n'ont pas le choix, ils doivent le libérer pour qu'il forme un gouvernement. Une fois que le Ghana est indépendant, on pourrait croire qu'il va s'arrêter là. Mais pas du tout. Pour Nkrumah, l'indépendance d'un seul pays n'est qu'une toute petite étape. La vraie libération, elle doit être à l'échelle de tout le continent. Cette phrase est absolument essentielle pour comprendre sa pensée. Il était persuadé que des petits pays, faibles et divisés, seraient toujours à la merci des anciennes puissances coloniales ou des nouvelles menaces de la guerre froide. Pour lui, la seule solution, c'était une Afrique unie, pour qu'elle soit enfin vraiment souveraine. Et attention, quand il parle de panafricanisme, ce n'est pas juste un mot à la mode pour parler de coopération. Non, lui, il rêvait d'une fusion politique totale et radicale, des États-Unis d'Afrique. Une vision hyper ambitieuse, peut-être même trop pour l'époque. Son but, c'était d'hésiter ce qu'il appelait la balkanisation du continent, c'est-à-dire sa division en une multitude de petits États rivaux et faciles à manipuler. Et pour construire cette unité, il a même développé sa propre idéologie, le consciencisme. L'idée, c'était de créer une sorte de synthèse. D'un côté, on puise dans les valeurs traditionnelles africaines de la communauté, du collectivisme. De l'autre, on utilise les outils du socialisme pour se moderniser. Concrètement, ça voulait dire par exemple créer des grandes industries d'État, non pas pour copier l'Europe, mais pour bâtir une économie au service du peuple, et pas du capital étranger. C'était vraiment le logiciel de sa révolution. Mais évidemment, un projet aussi grandiose, ça ne se fait pas sans heurts. Très vite, des obstacles sont apparus. Que ce soit à l'intérieur du Ghana ou à l'extérieur, les pressions ont commencé à s'accumuler et tout l'édifice s'est mis à trembler. Le grand moment de vérité, c'est en 1963, lors de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Là, on a vu une vraie fracture. D'un côté, il y avait Nkrumah et ses alliés, le groupe de Casablanca, qui voulaient une union politique, tout de suite, maintenant. Et de l'autre, la majorité des autres leaders, le groupe de Monrovia, qui disaient doucement « allons-y pas à pas ». Eux, leur priorité, c'était de construire leur propre nation, qui était encore toute jeune. Ils n'avaient aucune envie de les dissoudre dans un grand super-État. Du coup, Nkrumah s'est retrouvé de plus en plus isolé. Et les ennuis s'accumulent. À l'international, son discours anti-impérialiste lui vaut d'être vu comme un pion des soviétiques par les Américains. Au Ghana, ses grands projets comme l'énorme barrage d'Akosombo coûtent une fortune. Le pays s'endette et la population commence à gronder. En plus, il survit à plusieurs tentatives d'assassinat. Sa paranoïa monte d'un cran. Il se persuade que seule une poigne de fer peut lui permettre de réaliser sa vision. Alors, il durcisse le régime, il instaure un parti unique et commence à jeter ses opposants en prison. La convergence de toutes ces pressions, internes et externes, va finalement mener à une fin de règne aussi brutale que soudaine pour Nkrumah. On est le 24 février 1966. Nkrumah est en voyage diplomatique en Chine. Pendant son absence, sa propre armée prend le pouvoir. Aujourd'hui, de nombreuses archives montrent qu'il y a eu un soutien en coulisses de la part de services de renseignement occidentaux, en particulier la CIA. L'ironie est absolument cruelle. Les mêmes foules qui l'acclamaient en 1957 descendent dans la rue pour célébrer sa chute et déboulonner ses statues. Chassé de son propre pays, il trouve refuge en Guinée, chez son ami et allié Sékou Touré. Mais ce n'est plus qu'une icône du passé, qui regarde de loin son rêve s'effondrer. Toute la dimension de sa chute a été parfaitement résumée lors de ses funérailles. Le grand révolutionnaire Amilcar Cabral a prononcé ces mots très forts pour dire que la chute de Nkrumah, ce n'était pas juste une affaire ghanéenne. C'était un coup terrible porté à tout le projet panafricain. Pour lui, c'était le cancer de la trahison qui rongeait l'Afrique.
Alors aujourd'hui, que reste-t-il de Kwame Nkrumah? Eh bien, son héritage est incroyablement complexe. C'est un mélange de visions prophétiques et, il faut le dire, de dérives autoritaires. En fait, on peut le voir de deux manières complètement opposées. D'un côté, il y a le visionnaire, le père de l'indépendance, le prophète de l'unité, qui a inspiré des générations entières de militants, comme Thomas Sankara. Et de l'autre, il y a l'autocrate, le dirigeant qui a mis en place un parti unique, qui a fait taire toute opposition et dont la politique économique a mis son pays à genoux. Il est tout ça à la fois, un héros, un martyr et une figure très controversée. Au fond, l'histoire d'une Nkrumah, c'est celle d'un homme qui a voulu voler trop près du soleil de l'utopie et qui s'est brûlé les ailes. Pourtant, son projet, son rêve de dignité et de souveraineté pour l'Afrique continue d'inspirer. Et sa voix semble encore résonner aujourd'hui pour poser une question qui reste fondamentale pour l'avenir du continent. L'Afrique doit-elle s'unir, oui ou non?